Ok, salut, bonsoir à tous. Du coup, bienvenue dans l'épisode numéro 7 de Ramor Connexion. Alors, ce soir, pardon, je reprends mes esprits, beaucoup d'émotions ce soir pour l'épisode 7, car j'ai appris aujourd'hui que hier, on fêtait les 25 ans de la mort de, devinez qui, un de mes idoles musicaux, Freddie Mercury. Voilà. Donc je vous propose pour rendre hommage à ce grand chanteur, une petite biographie de ce bon vieux Freddie. Alors, Freddie, en fait, il s'appelait pas Freddie, en fait, il s'appelait Farrokh Bulsara. Donc Farrokh Bulsara, il est né dans un protectorat britannique à Zanzibar, donc c'est actuellement en Tanzanie. Et il est né le 5 septembre 1946. Il est né de sa maman qui s'appelait Jer Bulsara, qui est née d'ailleurs qui est morte cette année, et de Bomi Bulsara, qui lui est mort en 2003. Ses parents faisaient partie de la communauté Parsi de religion zoroastrienne. Voilà, rapidement, du coup, lui il est dans Zanzibar. Rapidement, il va partir chez sa grand-mère maternelle en Inde, pas loin de Bombay. Il part en 1953, donc il a 7 ans. Farrokh, ses potes, ils galèrent un peu à prononcer le mot Farrokh et du coup, il décide de s'appeler Frédéric et puis ça va devenir Freddy rapidement. Là, il se met à faire du piano. Et il fait du piano notamment dans un premier groupe de rock qui s'appelle, je crois, les Eclectics ou un truc comme ça, à l'âge de 12 ans. Il va revenir après ça, donc il fait un peu de piano, il apprend le piano, il se produit dans des petites scènes à l'école où il est, l'école Sainte-Marie, je crois, à côté de Bombay. Voilà. Il revient donc à Zanzibar un peu après. Là, il y a une espèce de révolte à Zanzibar qui donnera lieu d'ailleurs à la Tanzanie un peu plus tard. De là, pendant la révolte, il va aller au Royaume-Uni, à Londres, à côté de l'aéroport de Heathrow. C'est à ce moment-là qu'il va découvrir Jimi Hendrix, qui va découvrir John Lennon, les Beatles, tout ça. Et il y a même un truc que j'ai envie de vous lire, puisque dans une interview à je sais plus quel magazine, il va parler de Jimi Hendrix et il va dire Jimi Hendrix est très important, d'une certaine façon il résume de par ses représentations sur scène tous les aspects du travail d'une rockstar. On ne peut le comparer à personne, soit on a la magie, soit on l'a pas. Et personne ne peut l'égaler, personne ne peut prendre sa place. Donc rappelez-vous bien, soit on a la magie, soit on l'a pas. Un peu plus tard, il rentre dans une école d'art, où il va faire un peu de graphisme, tout ça. Il va faire des petits boulots aussi, et en parallèle de ses études, il va créer une petite ligne de vêtements. Il va créer aussi il va faire aussi quelques bandes dessinées. Voilà. Dans la fin des années 60, je fais la vidéo en même temps de mon écran. Dans la fin des années 60, il va intégrer rapidement le groupe Smile. Donc Smile, ça veut dire sourire. Et où il y a Tim Staffel, qui est un pote à lui de l'école d'art, qui est chanteur. Et puis voilà, il va repartir de ce groupe aussi. Voilà, mais Tim Staffel, rappelez-vous bien parce que c'est important pour la suite. Là, il va intégrer un autre groupe de musique qui s'appelle à l'époque Ibex. Il va mettre un peu le bazar dans ce groupe de musique et puis il va lui-même proposer de le rappeler Wreckage, qui signifie naufrage en anglais.
Voilà, ça c'est pour Ibex. Ensuite, il va rentrer chez Sour Milk Sea, qui veut dire la mer de lait acide. Sour, je crois que c'est acide. Là, il va mettre un peu le bazar dans les relations au sein du groupe et le groupe va se dissoudre, etc. Après, plus tard, en 1970, donc Freddie il va s'installer avec Mary Austin. Mary Austin, je vais vous mettre une petite photo d'elle. Voilà, Mary Austin. Mary Austin, du coup, il va la larguer un peu plus tard parce que, ben, comme vous le savez probablement, lui, il se découvre une attirance plus prononcée pour les hommes et du coup, il va mettre fin à cette relation avec Mary Austin. Mais Mary Austin, ça va rester vraiment sa super pote et ce jusqu'à la fin de sa vie. Vous allez voir à la fin de ma petite biographie qu'elle a dû probablement jouer une place très importante à ses côtés. Voilà, qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup là il revient chez Smile, il revient avec ce groupe de musique et en fait donc Tim Starsfeld lui dit écoute je crois que je suis pas à la hauteur et vas-y prends ma place de chanteur et du coup à ce moment là chez Smile il y a un bassiste qui va se faire virer parce qu'il est trop nul et on va prendre à la place, comment il s'appelle, on va prendre John Deacon et à ce moment là ça y est le groupe Queen naît en fait au moment où on fait le changement de chanteur et le changement de bassiste. Du coup à ce moment là il y a Queen qui naît et du coup Queen on a qui chez Queen, on a donc John Deacon ici à gauche, Freddie Mercury ici, ensuite on a Brian May ici et Roger Taylor qui est le batteur. Voilà, cette formation là, ce quatuor va donc composer comme ça pendant une vingtaine d'années. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que Freddie à ce moment-là s'appelle encore Bulsara, mais ou Bulsara, je sais pas trop comment on prononce. Mais du coup, ils vont écrire une chanson qui s'appelle My Fairy King, donc mon roi féerique ou quelque chose comme ça. Et dans cette chanson, ils font une allusion à Mother Mercury. Donc la planète Mercure, voilà, vous regarderez les paroles, j'ai pas tout compris qu'est-ce que c'est l'allusion qu'ils font, mais en gros à l'issue de cette chanson, ils décident de s'appeler Freddie Mercury. Voilà, donc son pseudonyme qui va lui rester jusqu'à la fin de sa vie. En 1972, du coup, il se sert de ses études de graphiste pour... donc c'est Freddie Mercury qui va faire le logo, je vous le montre. Le logo qu'on appelle aussi le Queen Crest, donc le coffre Crest, c'est un peu un coffre, comme un coffre à trésor. Et du coup, voilà où il y a le cul de Queen qui est au milieu de l'image. Et du coup, les autres symboles qui sont autour, là, ce serait censé représenter un peu les 4 signes zodiacaux des 4 membres du groupe. Voilà. Après, petite ellipse temporelle, au début des années 80, chose super importante, Freddie Mercury il va se couper les cheveux et il va se faire pousser la moustache parce que comme on l'a vu sur la photo d'avant, il avait les cheveux longs et pas de moustache. Et ça en fait c'est pour se mettre un peu à la mode qu'on appellera nouveau clone, donc j'imagine que ça c'est la traduction française. Il va être New Clone probablement, et c'est une mode qui était un peu portée par les homosexuels, les gays de l'époque. Voilà, donc très important, en 1980 il se coupe les cheveux. Après, fin de l'année 1982, Freddie il part à Munich pour enregistrer un album personnel et en 83 il va à une représentation d'opéra et c'est ça aussi qui lui donne un petit peu des notions quand il va chanter à des moments et partir un peu dans des délires d'opéra. Et notamment il va voir la soprano Montserrat Caballé qui est une jeune femme de Barcelone.
Voilà, important parce que elle aussi elle est importante. Après en 85 il s'installe avec Jim Hutton. Il s'installe à Londres et il a une maison aussi à Montreux. Dans cette maison il a un magnifique studio d'enregistrement. Je vous mets une photo de Jim Hutton avec un petit chat. Oh regardez, probablement ils aimaient bien les chats. Voilà. Et donc Jim Hutton ça va rester son compagnon jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. La fin de sa vie c'est quand? Donc 25 ans plus tôt qu'aujourd'hui, donc vous l'avez compris, en 91, et donc c'était hier, donc c'est le 24 novembre 1991 qu'il va mourir d'une pneumonie. Alors cette pneumonie, bon c'est vrai que ça peut tuer des gens la pneumonie, mais ça le tue lui parce que lui il a le sida en fait. Il a le sida depuis les années 87 je crois, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, il s'en est caché un petit peu pour protéger sa vie privée, notamment sa famille, tout ça. Mais voilà, il va bien mourir de ça. Il va annoncer au monde entier le 22 novembre qu'il a le sida, ou le 23 novembre, et le 24 novembre il meurt. Voilà. Petite anecdote, enfin pas anecdote d'ailleurs, mais selon la tradition zoroastrienne, donc je sais pas si c'est un rapport avec Zoro, mais en tout cas c'est le nom de sa religion, enfin la religion de ses parents en tout cas. Il va être incinéré au Kensal Green Cemetery, donc ça doit vouloir dire le cimetière vert de Kensal. Et il y a une légende autour de ces cendres. En fait, l'emplacement exact de ces cendres, là où on aurait dispersé ces cendres, est connu seulement de Mary Austin. Alors j'ai fait mes petites recherches quand même sur internet et apparemment du coup en fait il y a des fans qui auraient trouvé une petite plaque quelque part dans le cimetière, un espèce de petit mémorial, mais alors je sais pas si c'est de l'info ou de l'intox, mais en gros il y a des fans qui auraient trouvé l'endroit où Mary aurait dispersé les cendres. On y verrait une plaque